Bienvenue dans les Décideurs de l'Emploi. Vous êtes en direct sur Décideurs TV et MyTF1 News. Comme chaque mardi de 12h30 à 13h, nous donnons la parole aux recruteurs et aux professionnels du marché du travail. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Marie-Bernard Delon, directrice des cadres dirigeants et du développement managérial d'Orange, et Alexandre Pachulski, directeur général produit de Talentsoft, entreprise de logiciels RH. Bonjour et bienvenue dans les Décideurs de l'Emploi. Alors aujourd'hui, c'est fini, l'époque où les employés faisaient toute leur carrière dans une seule entreprise. Les progrès technologiques et l'ouverture sur le monde ont modifié en profondeur les comportements. Les professionnels sont en veille permanente et à l'affût de nouvelles opportunités qui les mèneront en dehors de leur zone de confort. En parallèle, les recruteurs ont des difficultés à recruter. C'est le cas, en effet, ce que nous montrait l'enquête de Manpower, la dernière enquête, auprès de 42 pays, 36% d'entre eux déclarent avoir des difficultés à trouver la bonne personne au bon poste. Alors, comment retenir ces talents dans l'entreprise, dans ce contexte? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre. Et pour commencer, j'aimerais vous poser cette question, une question de définition. Comment définit-on un talent? Marie-Bernard Delon. Alors, chez Orange, le choix que nous avons fait, c'est d'abord de partir de la notion de poste. Qu'est-ce qu'un poste clé dans l'entreprise Orange? Et donc, nous avons défini deux catégories de postes clés. Ceux qui sont clés, c'est-à-dire qui ont un impact sur la stratégie au niveau groupe. Et on a identifié 250 postes clés dans ce cas-là. Et puis, ceux qui ont un impact au niveau d'une division, donc une business unit. Et cela s'appelle des leaders. Donc, ce groupe entier de postes représente 1200 postes. Et du coup, les titulaires de ces postes, la relève pour tenir ces postes, sont les talents. Donc c'est une définition assez restrictive par rapport à d'autres entreprises. Mais alors, quels sont ces postes? Pourquoi sont-ils des postes clés, justement? Parce que, justement, comme je vous le disais, ils ont une influence sur la stratégie, sur le chiffre d'affaires, sur le nombre de personnes qu'ils encadrent, etc. Et donc, ils ont un impact fort dans sur l'entreprise. l'activité de l'entreprise. Alexandre Pachulski, comment vous définiriez un talent? Moi, j'ai inscrit finalement la définition de talent au travers de trois différents types. Un type qui correspond un petit peu à ce que vous évoquez, qui est un petit peu ce que j'appelle les hauts potentiels. En fait, souvent, les gens qui occupent des postes clés sont des gens qui sortent de grandes écoles, qui ont suivi un cursus diplômant, qui les amène à être en responsabilité souvent assez tôt dans des grandes entreprises comme Orange. Ensuite, j'ai défini une notion de talent au travers de la notion de talent marathonien. Alors les talents marathoniens, sans être trop démagogique, c'est un petit peu tout le monde. Simplement, c'est des gens qui ont besoin d'attention, qui ont un potentiel, mais qui pour être développés, ils vont avoir besoin un peu d'être tutorés, d'être développés, d'être coachés. Et ils vont avoir besoin d'avoir un environnement de travail qui va les supporter. Donc c'est marathonien parce qu'on sent bien que ça prend du temps, mais voilà. Tout le monde a probablement quelque chose à donner. Ce qu'il faut espérer, c'est qu'il y aura une adéquation entre le potentiel de la personne et ce qu'on va lui demander de faire. Et puis j'appelle un petit peu une troisième définition de talent star. On va comprendre assez aisément par rapport à notre vie ordinaire qu'est-ce qu'un talent star. C'est, si je prends l'exemple du sport, des Roger Federer, des Michael Jordan. Alors, est-ce qu'on en trouve dans l'entreprise? On en trouve. Évidemment, il y a des gens qui sont un peu aussi ce qu'on appelle des fast track. Si on pense juste à Apple, qui est un exemple qu'on connaît bien, Jonathan Ive, qui est le designer de tous les produits d'Apple depuis la fin des années 90, il a un talent particulier, cet homme-là. Moi, je peux suivre des études de design pendant 20 ans. Je n'aurai probablement pas son goût, sa vue, son sens de l'innovation. Ce sont des gens particuliers. Toute la difficulté consiste à la fois à détecter cela, sachant qu'ils ne sont pas toujours mis en situation pour l'exprimer. Et peut-être bien les manager. Et absolument, parce que ces gens-là, évidemment, doivent être managés de façon particulière. Alors, vous anticipez en effet sur la prochaine question. Comme vous le savez, les internautes ont également la parole. Une question de Joe, c'est comment les repérer, ces nouveaux piliers dans l'entreprise, ces talents, qu'ils soient stars, marathoniens ou surdiplômés, comment on les repère? D'abord, on les repère en les informant, en les tenant au courant de ce qu'est la vision de l'entreprise. Donc, de ce fait, et je vais tout à fait dans votre sens, les titulaires de ces postes ont très probablement tendance à venir de grandes écoles, etc., et avoir eu au départ un background de métier très fort, plus des outils de développement à l'intérieur de l'entreprise. Mais nous avons aussi des performeurs et des gens qui vont pouvoir être repérés dans l'ensemble de l'organisation, tout simplement parce que nous avons
avons des revues qui ont lieu depuis la plus petite entité jusqu'au niveau du groupe. Moi, je vous ai parlé du groupe final, mais il y a tout le long de l'organisation des revues où on recherche des personnes capables de tenir ces postes. Alors, des revues, c'est-à-dire des entretiens Eh bien, tout simplement, alors d'abord, vous avez l'entretien annuel que vous avez avec votre manager, et vos managers, on leur propose d'identifier les personnes qui leur semblent, ces personnes qui sont des pépites et qu'il va falloir tout simplement développer un peu plus parce qu'ils ont déjà performé au sens économique du terme, mais on a repéré chez eux des talents de managers, des talents d'innovateurs, etc. Et du coup, on va les mettre en situation d'avoir des plans de développement qui vont leur permettre de prendre ces postes-là, s'ils en ont et la capacité et l'envie. On n'est pas toujours obligé d'aller prendre ces postes qui, en général, sont des postes lourds de responsabilité. Donc, le groupe Orange est un groupe très inclusif. Donc, nous ne cherchons pas à avoir beaucoup de stars. Nous préférons avoir une constellation qui soit capable de globalement faire bouger l'entreprise. Et ça dépend vraiment de la culture d'entreprise. Donc, cette cohérence entre le message, la vision du groupe et les talents que vous avez est très importante. S'il n'y a pas congruence, ça colle pas. Alexandre Pachulski, est-ce que c'est toujours facile de repérer les talents? Est-ce que parfois on ne passe pas à côté justement de talents parce que pas tout le monde ne sait se mettre dans la lumière? Quel est votre regard là-dessus? On passe évidemment parfois à côté de talents pour une raison très très simple, c'est que la détection, elle part d'une grille de critères qui est explicite ou implicite. Une bonne entreprise, pour moi, de ce point de vue-là, c'est une entreprise qui est un peu explicitée. Voilà. Alors après, si on part des 3 définitions de talent, voilà comment on identifie un marathonien, une star, un haut potentiel, et on essaie de partager ça au maximum. Après, le problème, c'est comment on s'assure que tout le monde puisse être mis en situation, à un moment donné, de révéler, on appelle ça donner sa chance aux personnes. On parlait des sportifs, on peut parler des acteurs, vous pouvez avoir des acteurs formidables dans la rue qui perceront jamais parce qu'ils n'ont pas eu l'opportunité. Donc tout repose sur la création d'opportunités. Et de ce point de vue-là... Alors, excusez-moi justement, Marie-Bernard Delon, est-ce que chez Orange, eh bien, comment vous créez ces opportunités? Alors, pour pouvoir créer ces opportunités, il faut très clairement quantifier. Mon rôle au niveau du groupe, ça va être justement de regarder qui devient titulaire de ces postes et vérifier qu'il n'y a pas eu de trop de filtres. Il y en a toujours, comme vous le disiez, il y a une perception. Donc déjà, on a communiqué très largement sur cette notion. Voilà les postes clés. Voilà le processus qui va permettre de devenir un jour titulaire de ces postes. Et de ce fait, je suis combien il y a de personnes issues de telle division, issues d'hommes, de femmes, de Français, de non-Français, de personnes qui ont eu des carrières internationales, de personnes originaires de telle ou telle filière. Donc j'essaye de m'assurer que tout le monde a eu une chance de pouvoir postuler un moment à ce poste, quitte à ce qu'après, cette personne, au moment d'évaluation, puisque nous avons des assessments qui sont les mêmes dans le monde entier, atteigne ou pas les points nécessaires, j'allais dire, pour pouvoir intégrer. Mais est-ce que vous êtes capable, au service ressources humaines, eh bien, de suivre ces profils? Parce qu'au quotidien, eh bien, ce sont leurs managers qui sont dans l'opérationnel, qui, eux, sont les premiers témoins de leur talent. Oui. Et est-ce que, justement, vous donnez un rôle à ces managers? Je m'appuie sur l'ensemble de ce réseau, c'est-à-dire des gens qui sont spécialisés dans le suivi des talent managers, des RH opérationnels qui travaillent au quotidien avec les managers. Et donc les revues que j'évoquais tout à l'heure, elles sont faites par une personne de ressources humaines en général, mais qui réunit l'ensemble des managers. Alexandre Pachulski. Oui, par contre, il y a aussi quelque chose d'important, c'est que là, on définit une approche assez finalement structurée, normée, partagée, c'est indispensable. Mais j'ai envie de dire aussi, d'une certaine façon, la difficulté de l'entreprise aujourd'hui, elle doit vraiment évoluer, s'ouvrir vers l'extérieur, comme on dirait un petit peu, c'est ouvrir ses chakras, parce qu'il faut qu'elle s'attende à avoir des comportements qu'elle n'attendait pas. C'est-à-dire qu'on va avoir notre grille de critères, et c'est normal, mais à un moment donné, on va être perturbé aussi par des comportements nouveaux. On va détecter sur le web, via les médias sociaux beaucoup, via des blogs, des gens qui racontent des choses différentes, qui vont nous secouer, qui vont peut-être même nous choquer et qui ne correspondent pas à notre grille. Et encore une fois, rappelons-le, en France, on a tendance à prendre un petit peu les gens qui sortent des grandes écoles et autres. C'est un peu différent dans les environnements nordiques ou anglo-saxons. Et là, le point, c'est comment est-ce que je m'apprête à accueillir quelqu'un qui a un comportement que je ne comprends pas bien, qui n'est d'ailleurs pas forcément exactement dans ce qu'on avait l'habitude de pousser comme comportement, mais je détecte chez lui qu'il y a quelque chose. Et là-dessus, les médias sociaux ont un rôle faramineux à jouer. Parce que si vous vous rendez compte que quelqu'un a 10 000 followers sur Twitter, tient un blog extrêmement régulièrement et qu'à côté de ça, il ne correspond pas exactement à votre grille de critères, vous en faites quoi aujourd'hui? Et qui
et là les managers, les RH, qui va prendre le risque d'embaucher quelqu'un de bizarre, sans être couvert par le fait qu'il sorte de Sciences Po ou de l'ENA, et de se dire « j'ai embauché un gars bizarre, mais je sentais qu'il avait quelque chose à donner ». C'est une prise de risque pas évidente, et comment on va valoriser cette prise de risque. Donc pour détecter des talents, il faut aussi qu'au niveau de la gouvernance de l'entreprise, on soit prêt à prendre des risques et vraiment expliquer aux managers, aux recruteurs, oui, vous pouvez parfois sortir un petit peu de la traque que l'on vous a donnée pour arriver à détecter quelqu'un d'autre. Et encore une fois, juste puisque je parle de Jonathan Ive, il a été détecté, lui, par Steve Jobs lui-même, en se baladant dans des bureaux et en voyant un gars bizarre qui faisait des trucs pas comme les autres. Ça, est-ce que les managers sont prêts à ça aujourd'hui? Est-ce que les recruteurs sont prêts à ça? Est-ce que chez Orange, les services des ressources humaines et les managers sont prêts à ça? Je pense que c'est une culture qui se construit au fur et à mesure parce qu'effectivement, comme je l'expliquais, c'est une culture très inclusive. Donc, on n'aime pas trop avoir à ce moment-là des gens qui sont un petit peu stars et qui peuvent de temps en temps donner, j'allais dire donner l'impression qu'ils vont rouler pour eux-mêmes. Or, on peut très bien être très innovant et avoir quand même un esprit collectif. Donc, pour permettre à ces gens-là d'être détectés, nous avons d'abord un réseau social interne à Orange qui s'appelle Orange Plaza et qui est très connu pour donner des expressions multiples. Et puis, j'ai fait le choix l'année dernière de me doter d'un outil qui me permet de suivre les talents ou les potentiels talents et où je propose complètement à ces personnes de récupérer les données qu'ils ont dans leur profil LinkedIn. Je dis, écoutez, si vous êtes capable de gérer votre e-réputation sur LinkedIn, je ne vais pas nier cette information. Au contraire, j'en ai besoin en interne. En tant qu'employeur, je ne peux pas récupérer ces données. C'est à vous de me proposer de les récupérer. À l'inverse, ceux qui n'avaient pas un profil LinkedIn particulièrement développé, se disent, tiens, l'employabilité, effectivement, elle commence par être claire dans ce que j'ai fait, dans ma vision et autres. Donc, si j'ai un profil LinkedIn qui, par principe, est tourné vers l'extérieur, donc je sais d'être pédagogique pour tout le monde, c'est vrai que je vais aussi multiplier mon employabilité dans un groupe de 161 000 salariés. Tout le monde est un inconnu quelque part. Donc, s'il est capable de se rendre visible à l'extérieur, en me donnant la possibilité d'utiliser ces données-là, moi, je vais pouvoir pousser, dire, tiens, telle personne, effectivement, qu'on n'avait peut-être pas repérée, la voilà que je vois avoir fait telle et telle expérience qui pourrait nous intéresser. Et puis aussi, on publie, par exemple, tous les postes qui s'ouvrent, on publie à l'intérieur du groupe pour que toute personne puisse postuler. Alors, une fois qu'on les a identifiés, ces talents, comment on les accompagne? C'est une question de Joe également, pour faire en sorte qu'ils révèlent tout leur potentiel. Vous l'aviez dit, en début de cette émission, Alexandre, c'est de leur donner une opportunité de révéler leurs talents. Mais est-ce que ça suffit? Comment on les accompagne? Est-ce qu'il y a des processus de formation? Oui. Est-ce qu'il y a un système de mentoring, sponsoring? Voilà. Tout à fait. Alors déjà, on leur dit clairement sur quelle base on récupère en fait les informations qui les concernent. Deuxièmement, on les fait passer à travers un processus d'assessment d'une journée, comme je le disais, le même dans le monde entier, ce qui est très important pour l'équité, et où on va leur expliquer que quand on prend ces postes-là, on a un niveau de responsabilité sur non seulement la performance économique, mais la performance sociale du groupe, et que donc, dans un groupe qui fait très attention à ces éléments-là pour de multiples raisons qui sont bien connues, eh bien, on va développer chez eux des compétences managériales tout autant que des compétences métiers. Et ça, ils le savent à l'avance. Et donc, du coup, derrière, tout le cursus de plan de développement est un plan de développement sur la curiosité, l'innovation, la capacité à travailler en transverse, à développer ses collaborateurs, à présenter une vision stratégique à leurs équipes, etc. Et donc, on leur fait faire des programmes collectifs qui leur donnent l'occasion d'aller voir d'autres filiales du groupe en Europe, en Afrique, aux États-Unis, etc. Et également, un plan plus individuel, qui est vraiment individuel parce que nous avons la chance d'avoir développé à l'intérieur du groupe un réseau talent manager qui les aide à réfléchir à chaque étape à leur progression de carrière. Alexandre Je pense qu'il y a deux points importants là-dessus. C'est qu'on a la chance aujourd'hui, à cause de ce qui s'est passé depuis à peu près 10 ans sur les médias sociaux et autres, d'avoir des gens qui sont beaucoup plus autonomes, beaucoup plus responsables, créatifs, qui vont naturellement communiquer les uns avec les autres. Donc finalement, pour développer un talent, il y a quelque chose d'assez simple à faire, c'est d'essayer de mieux le connaître. Là-dessus, la direction des ressources humaines, il faut vraiment qu'elle comprenne que ressources humaines, c'est d'abord humain. Donc un humain, il a des aspirations propres, des ambitions, des peurs, des craintes. Donc pour qu'il se développe, il faut lui proposer un environnement qui va prendre tout ça en compte. Et la personne elle-même va vous dire de quoi elle a besoin, de quoi elle aurait besoin pour développer telle compétence, pour répondre à telle aspiration. Et tout l'enjeu pour moi des RH
accompagner des managers, c'est d'aligner finalement les compétences des collaborateurs d'aujourd'hui avec leurs aspirations et évidemment les besoins de l'entreprise, parce que ce n'est pas non plus un buffet campagnard où chacun fait ce qu'il veut. Il faut que ce soit dans le sens de l'entreprise. Donc, le développement des talents passe beaucoup par une mise en responsabilité finalement des collaborateurs, et ça veut dire que vous avez des managers qui se mettent plutôt au service des collaborateurs pour se dire de quoi as-tu besoin pour bien occuper ton job, pour être employable aujourd'hui et être capable de répondre à tes aspirations demain. Et ça change un petit peu le rapport à l'autorité, parce qu'on n'est plus avec un collaborateur qui reporte à un manager, on est un manager qui se met au service du collaborateur pour l'accompagner. Et à ce moment-là, il faut aussi que les objectifs même des managers et la nomination des managers se fassent en fonction de ses qualités comportementales, plus que juste quelqu'un qui a performé et donc on le promeut. Alors justement, vous soulignez en effet une bonne question. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir des freins des managers à la mobilité interne dans l'entreprise? Est-ce que un manager peut avoir comme réflexe de vouloir garder un talent dans son équipe et ne pas le partager avec les autres? Alors, c'est bien sûr une réaction classique, sauf qu'au bout d'un moment, les personnes se rendent compte qu'à vouloir garder quelqu'un, on le perd pour l'entreprise au global. Et donc, il vaut mieux le perdre pour sa petite entité et lui permettre de se développer. Et d'ailleurs, un des moyens de promouvoir cette idée, c'est que dans le référentiel que nous avons pour tous les managers, pas uniquement les talents, nous avons une compétence qui est le développement des collaborateurs. Et comment on le mesure? On le mesure par les opportunités qui ont été données à ce collaborateur de participer à des missions différentes et entre autres aussi de partir sur un autre poste. Et vous parlez tout à l'heure de mentoring ou de sponsoring, qui est une chose très différente. Le sponsor, c'est celui qui vous pousse vraiment en dehors, de votre territoire de confort. Vous savez, le sponsor, c'est celui là dans l'avion, vous hésitez à sauter en parachute, qui va vous pousser. Donc là, vous allez vraiment en dehors du confort. Le mentor, ça va être quelque chose de plus au fil de l'eau. C'est très important, mais on peut aussi envisager du reverse mentoring, c'est-à-dire qu'un jeune talent peut avoir des choses à apprendre à quelqu'un de plus ancien, et c'est aussi une manière de le développer. Nous avons eu l'année dernière, nous sommes en cours d'une opération qui s'appelle Orange Digital Inside, et nous avons pris des jeunes qui participent à un programme de jeunes graduates, et ils ont mentoré les membres du COMEX. Alors, le membre du COMEX avait envie de comprendre les réseaux sociaux en Chine. Eh bien, pas de problème, on a trouvé parmi ces jeunes, sortis récemment d'écoles, d'universités du monde entier, celui qui pouvait former ce COMEX qui voulait avoir ces informations-là. À l'inverse, pour ce jeune, se retrouver comme ça, discuter pendant 1 heure avec un membre du COMEX, puis en fait, comme c'était très intéressant, ils se sont redonnés rendez-vous, c'est aussi une superbe opportunité. Voilà, il faut sortir, comme vous le disiez, de modèles classiques, il faut laisser faire, il faut avoir confiance, l'important étant d'être congruent entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Alors, le seul problème qu'on peut rencontrer, moi, sur les quelques 600 entreprises qu'on accompagne, c'est nous, on est en ligne, on a envie de ça et on va mettre une gouvernance qui favorise ça. Mais ce que me disent souvent les managers, moi, assez simplement, c'est oui, mais moi, à la fin de l'année, on m'attend sur une performance donnée, sur un chiffre d'affaires. Et si je laisse partir les bons et qu'on me donne des gens à former, combien de temps je perds? Et moi, à la fin, mes objectifs, je ne les ai pas. Les objectifs des collaborateurs, je ne les ai pas non plus. Et du coup, ils vont partir. Alors, là-dessus, moi, je ne suis pas un grand sportif, mais j'oppose souvent le fait de parler de l'équipe de Lyon dans les années 2000 au football, sans être encore une fois un grand fan de sport. Qu'est-ce que je constate? Finalement, cette équipe-là recueillait des joueurs qu'elle formait, qu'elle voyait partir chaque année lors du mercato, piqués par les entreprises, par les clubs de football qui avaient plus d'argent probablement. Sauf que chaque année, ils arrivaient de nouveau à produire des stars. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que là-dessus, il est normal que, comme vous le disiez, on ne peut pas retenir quelqu'un malgré lui. Donc, il faut que les managers comprennent qu'à court terme, il y a un risque, mais s'ils sont perçus comme des gens qui arrivent à développer d'autres collaborateurs, tout le monde voudra se ruer avec eux plutôt que quelqu'un qui va les étouffer, voire qui les empêchera d'être reconnus parce qu'il piquera finalement leurs résultats à son profit pour sa propre promotion. Donc au-delà de la gouvernance globale, il y a vraiment encore une fois un état d'esprit du manager qu'il faut changer. Il y a une prise de risque, il faut qu'elle soit récompensée, vous l'avez mis dans vos objectifs, et il faut aussi que les managers regardent un peu plus largement en se disant finalement à court, moyen terme, qu'est-ce que je vais y gagner vraiment? Vous allez gagner des gens qui vont tous vouloir venir travailler avec vous parce qu'ils savent qu'ils vont se développer.
Alors, on a parlé du facteur humain, c'est fondamental, mais il y a aussi une dimension technique. Alexandre Pachulski, vous êtes directeur général produit de Talentsoft. Voilà, quelles sont les possibilités, les solutions logicielles pour organiser cette mobilité à l'intérieur de l'entreprise? Paradoxalement, pour organiser cette mobilité, il y a deux choses à faire. Une chose à l'intérieur et une chose à l'extérieur. La chose à l'intérieur, c'est déjà de mettre vraiment facilement en accès à l'ensemble des collaborateurs les opportunités. Donc, c'est une bourse à l'emploi où à chaque fois qu'un poste devient vacant, voilà, est-ce que tu serais intéressé par ce job? C'est des référentiels métiers qui donnent aussi une cartographie des emplois finalement d'entreprise qui permettent de voir que je ne savais pas qu'il y avait un parcours qui était possible. Donc, c'est une mise à disposition d'informations RH qui avant justement n'étaient détenus que par des RH et qui aujourd'hui visent à être consultés par tout le monde. Ça, c'est un premier point. C'est des opportunités, évidemment, qu'on va créer avec des points de rencontre en disant des revues de personnel et autres, qu'est-ce que tu aimerais faire? Et puis, il faut regarder à l'extérieur. Parce qu'en fin de compte, la mobilité, vous allez vous rendre compte que beaucoup de collaborateurs vont parler d'eux hors de l'entreprise et vont faire part de leurs aspirations et vont vous dire de quoi ils sont en attente, là où parfois, vous ne pouvez pas leur offrir exactement la mission qui va bien ou l'emploi n'est pas exactement libellé comme ils veulent. Donc aujourd'hui, il faut passer de la notion d'entreprise à plutôt la notion d'écosystème et de se dire globalement, qu'est-ce qu'attend un collaborateur? Quelles sont les opportunités par rapport même à des missions chez des clients donnés? Et donc, comment je peux mettre en mobilité, oui, de job à job, mais beaucoup autour de missions. Et c'est ça que les collaborateurs aussi aujourd'hui attendent. Ce n'est pas simplement grandir en verticalité, mais vraiment en transversalité, aller sur des missions nouvelles, prendre des risques, découvrir de nouvelles compétences avec des projets qui ne sont pas exactement normalement sur leur fiche de poste. Et là, vous développez des gens, là, vous mettez en mobilité. Et cette libre circulation des talents, moi, je suis certain d'une chose, elle amène à de la performance et à de l'innovation. Alors, si vous vous sentez un futur talent et que vous êtes intéressé par le secteur des télécommunications, écoutez notre rubrique à suivre, les postes à pourvoir. Alors, Marie-Bernard Delon, vous avez un programme spécifique pour les jeunes diplômés, justement un programme Graduate. Est-ce que vous pouvez nous en parler et nous dire quels sont les postes à pourvoir actuellement ? Alors, ce programme est un programme que nous lançons chaque année, c'est-à-dire qu'au mois de janvier, vers décembre, on commence à communiquer en externe sur ce programme. Nous recrutons 30. Pas beaucoup, mais 30, c'est déjà, si on veut vraiment développer ces personnes, c'est un chiffre tout à fait raisonnable. 30 diplômés sortant d'écoles de commerce, d'écoles d'ingénieurs ou d'universités, puisque cette notion d'école est quand même très franco-française. Et donc, nous allons identifier un certain nombre de personnes tout simplement via le net, qui vont passer un certain nombre d'entretiens. Et la fin du filtre est en avril, où nous allons à la fin retenir ces 30 personnes. Une fois que vous les avez retenus, quel est le parcours que Alors vous tout leur simplement, on réservez? leur dit, vous savez, chez Orange, il y a deux choses qui nous tiennent à cœur. C'est bien servir nos clients. Et deuxièmement, c'est donner des occasions d'opportunités dans les différents métiers et de donner aux gens qui sont les plus talentueux l'occasion d'avoir des responsabilités managériales. De ce fait, toujours pareil, pour être congruent, nous avons décidé que le premier poste qu'on leur offrirait, ce serait un poste en contact avec le client et avec une expérience managériale, ce qui est assez rare dans les programmes de graduate. Et donc, c'est des postes en boutique. Ce sont des postes dans des unités d'intervention. Donc, ils vont manager des techniciens qui vont chez les clients. Ce sont des postes dans des centres d'appel. Certains qui seront liés en B2B à des notions donc, de clients business qui sont peut-être un peu plus loin du client final, mais quand même très proches. Et ils vont y passer 1 an. Puis ensuite, ils vont bouger sur un autre poste pendant 2 ans, où là, on va toucher toute la palette des postes du groupe. Mais ce premier poste terrain est clé parce que ça correspond à la réalité de la vision d'Orange. Et pendant tous ces 3 ans du programme, on alterne l'expérience sur un vrai métier, c'est un vrai poste, c'est pas du rotation programme, c'est un poste qui tient nous en des responsabilités, avec un manager, avec des collègues, avec des équipes. Et ensuite, on alterne cette période-là avec des occasions de rencontrer des membres du comité exécutif, de faire du reverse mentoring, c'est un programme qui s'étale sur plusieurs années. Sur 3 ans. Et pendant ces étapes-là, je vous dis, on alterne métier et développement. Donc, on va leur faire un certain nombre d'exercices qui, paradoxalement, n'ont pas été proposés pendant qu'ils étaient dans leurs écoles ou dans leurs universités. Ils ont assez peu travaillé sur, au fond, quel est mon souhait de carrière ? Ce sont des gens qui, en général, ont eu des réussites, académiques, qui ont fait que leurs orientations se sont arrêtées à être ingénieurs ou membres d'une école de commerce ou d'une grande université étrangère. Mais au fond,
Quel est ce qui vraiment les motive au quotidien. Donc là, il y Voilà. a des ateliers Et on leur fait de... prendre ce recul en disant essayez d'y réfléchir et pensez plus à ce qui vous fait vraiment plaisir que ce qui vous paraît être la logique de carrière. Parce que si vous ne faites pas plaisir dans une carrière qui va durer 40 ans, eh bien, je peux vous assurer que vous ne serez pas non plus performant. Donc c'est clé pour nous de leur donner ces clés-là dès les 3 premières années dans notre entreprise. Et alors, quel salaire à l'embauche vous proposez? Parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé de cette dimension du salaire, mais c'est certainement pas le seul, mais un levier aussi de motivation. Quel est le salaire? Nous respectons les grilles, donc il n'y a pas un salaire, nous respectons les grilles qui sont fixées par, j'allais dire, l'ensemble des grandes entreprises françaises, hein, donc des grilles qui tiennent compte de l'école, etc. Donc je ne vais pas vous en citer un parce qu'il y a autant voilà, les écoles de rang 1, rang 2, rang 3, en jonglant. Donc il n'y a pas un salaire graduate, mais sur ce programme-là, mais c'est en fonction. De manière à ce qu'il soit compétitif avec l'ensemble des postes dans les entreprises de domaines comparables, bien sûr. Alors, puisque le temps avance, nous allons passer à notre dernière rubrique conseil aux candidats. Et Alexandre Pachulski, je me tourne vers vous. On a beaucoup parlé de ce que l'entreprise doit mettre en place pour favoriser cette mobilité et la rétention des talents. Mais quel est le rôle du talent lui-même ? Que doit-il faire pour se faire remarquer et évoluer au sein de son entreprise ? Ce que je veux dire est finalement assez banal, mais si j'ai expliqué que l'entreprise doit s'intéresser réellement aux collaborateurs, en fait, les collaborateurs et candidats doivent s'intéresser réellement à l'entreprise. Aujourd'hui, une entreprise qui communique sur les médias sociaux, via différentes pages Facebook, un fil Twitter, voire un blog, avec des collaborateurs qui ne suivraient pas ces informations-là, qui n'y participeraient pas, qui ne les commenteraient pas, qui ne les feraient pas suivre, c'est difficile aujourd'hui de témoigner de sa motivation. Donc il y a un vrai facteur, que ce soit pour des candidats d'ailleurs internes ou externes, de participer à la conversation, à la communication de l'entreprise. Aujourd'hui, c'est possible. J'invite toujours moi les entreprises à regarder ce qui se passe dehors, mais il est important que les candidats, encore une fois internes ou externes d'ailleurs, parce que dans des groupes comme Orange, on a de quoi regarder hors de son périmètre. Il faut s'intéresser à ce que l'entreprise fait. Donc il faut à la fois être très précis quand on dit « je suis intéressé par ce job ». Et bien normalement aujourd'hui on a tous les moyens de savoir en quoi il consiste, il y a peut-être des ambassadeurs qui en ont parlé, il y a peut-être eu des vidéos YouTube, donc il faut vraiment essayer entre guillemets de faire un petit peu ses devoirs. Et puis j'ai envie de dire aussi, il faut raconter une histoire. Moi, je suis très sensible au fait, un CV ne me parle pas beaucoup. Un CV, il n'est là que pour être animé. Les médias sociaux aujourd'hui aident à raconter cette histoire. Moi, j'essaye de pousser un outil qui va agréger toutes ces informations pour rendre cette histoire intelligible. Et il faut qu'un candidat soit capable de se projeter et d'être capable de dire « Non, je ne veux pas ce job parce que j'ai juste besoin de manger » ou comme on m'a répondu une fois, « C'est à côté de chez moi ». Je ne vous cache pas que ce n'est pas très séduisant. C'est plus séduisant d'avoir quelqu'un qui nous explique qu'il est sur un chemin et que cette entreprise va lui permettre de cheminer justement vers ses aspirations. Et donc, il faut vraiment qu'il y ait une sorte d'introspection et de se dire, au travers de toutes ces expériences, parce que honnêtement, c'est valable aussi pour les profils atypiques, on a beaucoup parlé des écoles et autres, les profils atypiques ont des histoires à raconter, ils ont des histoires qui seront moins audibles en France que dans d'autres pays parce que on n'est peut-être pas très sensible ou culturellement prêt à ça. Mais donc vraiment s'intéresser à l'entreprise, être capable de raconter une histoire, mais pas des bobards, des histoires, mais son histoire, et d'expliquer quel est son chemin, je pense que c'est clé pour des recruteurs qui ne veulent plus uniquement des ressources qui seront jetables facilement, mais au contraire, investir sur des talents plutôt dans la durée. Et tant mieux si elles développent des talents, encore une fois, qui partent un jour pour se développer ailleurs. Et comment faut-il communiquer sa motivation, son ambition, pour qu'elle ne passe pas pour de l'arrogance ou de l'excès de zèle? Est-ce que c'est en effet un danger? Comment communiquer de manière la plus pertinente? Moi, je dirais qu'il y a des traces. C'est-à-dire que si vous voulez communiquer… Alors, moi, je déteste les gens qui font du bruit. Alors, si on mesure la motivation au nombre de documents publiés sur un intranet ou sur Facebook ou LinkedIn, si vous voulez, c'est important de voir le contenu. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on peut raconter justement cette histoire avec tous les outils qui nous sont proposés, encore une fois, à l'intérieur de l'entreprise, pour ceux et celles qui ont la chance d'être bien outillés, et puis à l'extérieur. Et en fait, c'est très simple de voir si quelqu'un, pour le coup, ment ou pas. Il suffit de regarder un petit peu son parcours, ses traces digitales, à quoi elle s'intéresse, est-ce qu'elle vous suit effectivement depuis 2 ans. Moi, quand j'ai quelqu'un dans mon bureau qui suit Talentsoft depuis 2 ans, qui a tendance à retweeter à chaque fois qu'on sort une nouveauté produit et qui essaye de se rendre à nos événements ou participer à des webinaires, quelqu'un qui me dit « ça m'intéresse parce que l'édition logicielle, j'y crois », j'ai tendance à le croire parce qu'on peut le vérifier. Et ce n'est pas Big Brother.
c'est au contraire que ce soit l'entreprise ou le candidat, dans les deux cas, si Chacun on se s'observe ment, ça va se voir. et apprend à se connaître. Donc, c'est très Marie-Bernard important Delon, est-ce que vous transparent. voulez rajouter quelque chose? Tout à fait. Enfin, si je résume, hein, c'est être authentique, être en congruence avec l'image qu'on a donnée de soi, et donc faire très attention effectivement à son image. L'irréputation, elle est à l'extérieur et à l'intérieur de l'entreprise sans aucune frontière. Et vraiment faire des choix qui correspondent à son vrai plaisir. Ça n'est pas évident à faire, surtout pour des Français à qui on a plutôt appris à être dans la raison plus que dans la passion. Les deux vont de pair. Eh bien, apprenez à vous connaître. Je crois qu'on peut terminer là-dessus. Ce sera le mot de la fin. Merci infiniment d'avoir participé à notre émission et d'avoir répondu à nos questions. Quant à moi, eh bien, je vous retrouve dès mardi prochain pour une nouvelle émission des décideurs de l'emploi. Merci, à la semaine prochaine.